Il y avait quelque chose de pourri dans le royaume. Aussi, l'abbé Youlou lança-t-il un appel en larmes. Le président Fulbert Youlou. Le Forum Radio-Télévision des droits de l'homme est un média qui favorise la bonne gouvernance et l'état de droit, et non un outil qui incite à la haine. Nous avons la vocation de dénoncer les abus du pouvoir et les violations des droits de l'homme. Le président Fulbert Youlou. Muito mais solo bete watu simbi ba ubu ndabendo ka solo gonda ngata tatikapa matu tatala chuchu wenu ni tiatu katika tapia tukamo kometu kalubanza kastawa banza no bebe samu mitu yirikiri niyabunsana kakwe bubatu babazolwe bifumwa bazolombo kalubanza ndipeti batanwana tibeni batanwanina mbuka zawo batanwanina mbungu zawo batanwanina braba bakazo kampenda ambassador yusariti salutiti yusariti kampe bawo kalutata monana kati la kwame luterele Mama ntona mama ndembokela kwani mama ntona bukwenda mboko watala mani mange mama bukwenda balula mabanza mama kalindiri we mburu basiwe chililo we samuni monia basa kabalenwe basa mayelwe Jacques Lebello, artiste comme vous savez, je suis ici à Forum, Radio-Télé Forum Droits de l'Homme de Maître Thiassé. Mais moi je vous dis que je suis là, ceux qui pensent que je suis pas là, ben je suis là, ceux qui pensent que je suis pas là, ben je suis là, à Forum. Et Forum, c'est super. Et Forum, c'est super. Avant la radio, c'était ça. Maintenant, il y a Forum. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. Forum FM, enfin la radio. Forum 105.8, la radio des droits de l'homme, Forum FM.
FM 105.8. Oh Maurice, c'est génial. C'est génie. Forum FM 105.8. Bonjour et bonsoir. La cinquième partie de l'évocation des 60 ans de la proclamation de l'indépendance du Congo le 15 août 1960 commence par 4 sujets d'actualité. Premièrement, la démission de Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka au Mali. Sassou se paie la tête du général de Gaulle. La santé du général Jean-Marie Michel Moukoko. Et les réactions sur le discours bidon de Sassou Nguesso, l'occasion justement des 60 ans de la proclamation de l'indépendance. Alors, je commence donc par la démission d'Ibeka au Mali. Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit, pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Ibeka, 75 ans, au pouvoir depuis 2013. Il avait été réélu en 2018, mais fortement contesté depuis plusieurs mois. Il a été contraint à la démission par des soldats mutinés qui ont fraternisé avec des manifestants après avoir pris le contrôle du camp militaire de Kati, près de Bamako. C'est l'aboutissement d'une crise déclenchée en juin par l'éclosion d'une contestation lancée par une coalition hétéroclite des chefs religieux, d'hommes politiques et des membres de la société civile. Ce mouvement a été appelé le mouvement du 5 juin. En réclamant donc le départ du président Keïta, ils exprimaient l'exaspération nourrie par des milliers de victimes de ces dernières années des attaques djihadistes et des violences intercommunautaires. Cette insurrection au Mali est un succès des forces armées qui protègent la population. Les forces militaires ne doivent pas rester bloquées dans leur base, dans leur caserne ou chez eux. Ils doivent défendre l'intérêt général, l'intérêt du peuple. Elles ne doivent pas perdre le contact avec la population, sinon elles donnent l'impression d'avoir peur et d'être complices d'une dictature. C'est cette théorie que j'ai développée d'ailleurs dans ma thèse en 1986. Le concept que j'ai appelé le concept de la désertion en respect du droit pour les éléments de la force publique en vue d'assurer justement la garantie des droits des citoyens en proie aux violations de leurs droits économiques, surtout en ce moment aggravé par l'impact de la pandémie du Covid-19. Le président Ibeka a annoncé donc la nuit de mardi à mercredi sa démission et la dissolution du Parlement et du gouvernement. Il faut également le féliciter parce que au cours de sa déclaration, il a dit « Je ne souhaite qu'aucun sang soit versé » dans une allocution diffusée en direct par la télévision nationale malienne. C'est à féliciter. C'est rare qu'un chef d'État puisse le dire. Il aurait pu résister pour conserver son pouvoir et également se dire que je n'ai pas terminé le mandat. C'est d'ailleurs ce qu'avait fait le président Fulbert Youlou le 15 août lorsqu'on lui a tendu, si vous voulez, on lui a pointé le pistolet par Mounsaka, parce que ça aussi, ce que les gens ne disent pas, pour qu'il signe la démission. Donc je passe au deuxième point. Le président Emmanuel Macron, il n'est pas question d'aller à Brazzaville chez le nouveau Hitler, Denis Sassou Nguesso, qui se paie la tête du général de Gaulle. Le bourreau du peuple congolais, violateur de nombreuses libertés et droits, et surtout la dignité que défendait le général de Gaulle, a convié plusieurs de ses homologues d'Afrique centrale à célébrer l'anniversaire de l'appel de Brazzaville du général de Gaulle le 26 octobre prochain. Alors pour mémoire, il faut comprendre que le 80e anniversaire de ce manifeste, annoncé à Brazzaville depuis la capitale d'Afrique équatoriale française, le 27 octobre 1940,
le général de Gaulle avait créé le Conseil de défense de l'Empire en tant qu'organe de décision de la France libre. Lorsque le général de Gaulle lance à Londres, à la radio, son appel le 18 juin 1940 en disant « La France n'est pas seule, elle n'est pas seule, elle a un vaste empire derrière elle ». De Gaulle savait justement que le territoire français à l'époque était loin de se résumer à la métropole, qu'on appelle l'Hexagone, qui était conquise par les Allemands. N'ayant pas réussi à s'installer à Dakar, où les Français vichistes l'ont repoussé au cours d'une bataille meurtrière du 23 au 25 septembre 1940 et qui voit la défaite de la France libre et des Anglais face à cela, De Gaulle se rend avec ses troupes en Afrique équatoriale française et il atterrit justement à Brazzaville. L'Afrique équatoriale française est un immense territoire regroupant 4 colonies françaises d'Afrique centrale. Actuel Gabon, République du Congo, Tchad, la République centrafricaine. Le Cameroun n'était pas pris en compte parce que le Cameroun avait une partie contrôlée par les Allemands. Alors nos grands-parents étaient acquis à la France libre, notamment ceux du sud du Congo, très engagés aux côtés de De Gaulle. C'est eux qui avaient construit le bunker de la case dite de De Gaulle, cette fortification qui se situe à Bakongo. Contrairement à ceux qui ont raconté, comme la clique des putschistes de 1963, que Youlou était conseillé par des vichistes, mais c'est archi faux. Parce que les partisans de Pétain étaient dégagés du Congo par un contingent venu de Centrafrique d'ailleurs. C'est une histoire qui est oubliée, dans laquelle se trouvait un certain Jean Bédel Bokassa qui était sergent à l'époque. Donc éviter de déformer l'histoire pour salir la réputation du président Youlou. On a inventé cette histoire abjecte qui inspire le dégoût, qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Alors donc, président Macron, ne soyez pas dans l'histoire comme un président qui aurait soutenu un allié d'Hitler contre les Français libres de l'Empire. Évitez de manger dans la même assiette qu'un diable. Alors le troisième point, justement, c'est la santé du général de Jean-Marie Michel Mokoko. À ce propos, la Turquie a l'obligation de respecter la résolution de l'ONU en vue de la libération du général Jean-Marie Michel Mokoko, prisonnier politique au Congo, qui se trouve actuellement sur le territoire turc. En effet, le groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, dans son avis du 23 août 2018, avait qualifié la détention du général Mokoko et Okombi Salissa d'arbitraire. Le groupe d'experts avait estimé que l'assignation à domicile du 4 avril au 16 juin 2016 comme une privation de liberté dans la mesure où celle-ci interdisait toute entrée et sortie du général après l'annonce des résultats de l'élection présidentielle à laquelle le général Mokoko était candidat. Les experts des Nations Unies avaient ajouté que cette privation de liberté ne s'inscrivait pas dans un cadre légal. Les experts de l'ONU ont en effet demandé au gouvernement congolais de procéder à la libération immédiate de Jean-Marie Michel Mokoko, condamné le 11 mai 2018 à 20 ans de prison. Et donc de bénéficier également d'un droit de réparation pour détention arbitraire. C'est pourquoi donc je suis resté sur les bords du lac Léman, à Genève, jusqu'à ce jour, afin de suivre les travaux du 25e session du comité consultatif organe du Conseil des droits de l'homme, initialement prévu du 17 au 21 août 2020. Mais malheureusement, à cause du Covid-19, la session vient d'être reportée au 15 et 19 février 2021. C'est pourquoi d'ailleurs je demande aux organisations de défense des droits de l'homme, aux gens de bonne volonté, d'écrire au comité des droits de l'homme par mail pour le cas du général Mokoko et le reste des prisonniers politiques. La pression doit continuer de se faire, ne doit pas baisser. Je voudrais également signaler que le Congo a siégé sans interruption pendant 5 ans, de 2012 à 2017,
au Conseil des droits de l'homme. La Turquie ne fait pas partie du Conseil des droits de l'homme. Néanmoins, ce pays a signé et ratifié plusieurs instruments internationaux de l'ONU, comme la CAT, c'est-à-dire que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La Turquie donc a signé cette convention le 25 janvier 1988 et l'a ratifiée le 2 août 1988. La Turquie a également signé et ratifié le protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La ratification s'est faite en 2011 et la signature, c'était en septembre 2005. Je n'oublie pas aussi que la Turquie a ratifié en septembre 2003 le pacte international relatif aux droits civils et politiques. En vertu donc de tous ces instruments internationaux bien ratifiés par la Turquie, notamment la Convention contre la torture et le protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, nous devrons exiger de la Turquie le respect de la décision du groupe de travail de l'ONU. À l'époque, les experts des Nations Unies étaient étonnés d'ailleurs de la réponse de Thierry Mungala, donc le gouvernement qui avait déclaré que l'affaire Moukoko était définitivement jugée et ne pouvait faire l'objet d'une intervention extérieure. Thierry Mungala, ce petit prétentieux juriste, avait même déclaré en novembre 2018 à Jeune Afrique, je me souviens bien, on nous reproche de nous être immiscés dans le processus judiciaire. Et paradoxalement, cet instant de l'ONU qui nous condamne, nous demande de violer la loi une dernière fois en libérant le général Moukoko. Alors, il avait même ajouté, nous le contestons. Donc, il contestait effectivement cette décision et l'institution. Pauvre Mungala Mutsila, que je renvoie sur les bancs de l'université. Malgré le ridicule et les tergiversations du gouvernement illégal à travers les arguments de son perroquet, de Thierry Lézin Mungala, le porte-parole de l'Oyocratie, l'opinion c'est qu'au Congo de Sassou, il y a systématiquement une immixtion de l'exécutif de la sécurité d'État dans le processus judiciaire. Thierry Mungala Mutsila, lorsqu'on n'a pas les arguments pour défendre une dictature, on ne peut pas donc considérer ou dire que les avis de l'ONU sont biaisés. Que dites-vous de vos obligations, de vos engagements, des instruments ratifiés par le Congo? Mon pauvre Thierry Mungala, à défaut de reprendre tes études en droit, je te précise que la protection internationale des droits de l'homme inclut cependant un certain nombre d'organes et de procédures internationaux que les individus peuvent saisir ou activer directement. Ceci dit, les juridictions internes du Congo ont été incapables de remédier à la violation alléguée. Pouvez-vous prouver que les recours exercés par les avocats de J3M, c'est-à-dire du général Moukoko, ont apporté une solution satisfaisante? Pouvez-vous nous le dire? Mais sachez que ces recours individuels et internationaux permettent à une personne physique de transmettre des informations, de faire examiner ou juger une situation de violation par un organe international, judiciaire ou non. Ceci après épuisement des recours internes. C'est le cas des avocats des prisonniers politiques du Congo soutenus par les organisations de défense des droits de l'homme. Aujourd'hui, Thierry Mungala, vous êtes libre, mais demain, si vous êtes arrêté, vous aurez également la possibilité de recourir à ce genre de procédure. Thierry Mungala est un gouvernement de merde. Vous n'oubliez pas que les mécanismes internationaux n'ont pas pour but de protéger des droits théoriques apparents et illusoires, mais des droits concrets, réels et effectifs. C'est tout à fait normal, Thierry Mungala Mutsila. Tu n'oublies pas aussi qu'il existe un réseau d'institutions, des commissions, des comités créés au titre de la protection universelle et régionale des droits de l'homme qui peuvent être saisis par les victimes individuelles. Les recours devant ces organes sont appelés communication ou pétition, même si leur examen ne donne pas lieu à une décision obligatoire ni à une sanction sur le cas concerné par exemple. Mais elle permet cependant de mettre en évidence une violation flagrante des droits de l'homme et donc faire pression sur votre dictature. C'est ce qui s'est fait
C'est ce qui s'est fait. Puisque le Congo a été écarté du Conseil des droits de l'homme. Il existe également des procédures de recours au sein des Nations Unies. Le mécanisme de procédure spéciale mis en place que le Congo ne respecte pas par le Haut Commissariat aux droits de l'homme et assumé par le Conseil des droits de l'homme inclut ainsi l'examen des communications individuelles et confidentielles. Un groupe de travail sur les communications a notamment été désigné pour 3 ans par le comité consultatif du Conseil des droits de l'homme. Mais ce groupe a repris la procédure 1503 qui était connue à l'époque de la Commission des droits de l'homme. Et cette procédure permet l'examen des communications confidentielles fournies par des individus ou des groupes dénonçant les violations des droits de l'homme. C'est ce que nous faisons. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105. Forum FM 105. Moi, j'aime. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105. Forum FM 105.8. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Forum FM 105. Moi, j'aime. Nous continuons l'évocation des 60 ans de l'indépendance du Congo. Tout le monde a fait une critique sur le bilan oyocratien des 60 ans de l'indépendance. Chaque Congolais connaît très bien la réalité. Aucune autoroute, aucune grande école d'ingénieurs, aucune technopole. 70% des jeunes sont sans emploi. Le taux de réussite aux différents examens a été divisé par 3. Brazzaville et Pointe-Noire baignent dans l'insalubrité. 85% des Congolais ne prennent pas les 3 repas nécessaires. L'ancien ministre de transition, du gouvernement de transition de 1992, Jean-Félix Demba-Tello, lui également a fait une analyse critique du message de Sassou Nguesso. 60 ans, c'est le crépuscule de la génération ayant succédé en politique à celle des pères fondateurs de l'indépendance. Fulbert Yuru, Jacques Opango, Félix Tikaya, Simon-Pierre Kikongagot, Stéphane Tchétchélé, Alphonse Massamba Deba, Germain Samba, Apollinaire Bazinga, Prosper Gandian, etc. C'est donc un des rares rendez-vous historiques et politiques où les discours commémoratifs de l'événement prononcé par Sassou revêt une grande importance parce que de sa génération, il est l'un des derniers acteurs ayant activement participé à toutes les tragédies du peuple congolais ayant rythmé les 60 ans de l'indépendance. Malheureusement, face aux angoisses et aux inquiétudes des Congolais, c'est un homme, un président qui s'est adressé à eux sans assurance ni conviction, avec des sérieux problèmes de communication, tant sur la forme que sur le fond du message commémoratif des 60 ans d'indépendance. En effet, sur la forme, Demba-Tello mentionne que ce message est demeuré aussi banal que tous ces discours annuels prononcés 36 ans durant le règne sans partage au sommet de l'État. Son message à répétition s'est étiolé et appauvri pour devenir presque inaudible aux oreilles d'un peuple désespéré qui n'a plus d'autre recours que les prières, les yeux levés vers le ciel, d'où pourrait venir son ultime secours. Sur le fond, le message du 60e anniversaire de l'indépendance, à l'instar des précédents sur fond d'autosatisfaction et d'autoglorification, conserve une constance, celle d'une litanie de réalisations à coût de milliers de milliards de francs CFA, des projets dont le socle demeure le nombre de kilomètres de routes bitumées, le nombre d'infrastructures dites de base et de bâtiments construits, les dépenses d'équipement et d'installation des réseaux d'eau, d'électricité et de télécommunications. Cependant, tous ces bilans de réalisation très coûteuses et génératrices de l'endettement colossal du Congo, source de corruption et d'enrichissement illicite des proches du pouvoir, nationaux et étrangers, sont dépourvus de rationalité. Car comment présenter annuellement des bilans d'infrastructures et d'équipements sans impact réel
ni retomber sur les progrès économiques et sur l'amélioration du bien-être social des populations en constante dégradation à tous les niveaux. Ce bilan devrait faire ressortir également les indicateurs des impacts de ces infrastructures en amélioration, de la qualité des systèmes éducatifs sanitaires, de protection sociale, de l'évolution constante des revenus des ménages et des salaires des travailleurs, de la réduction du taux du chômage et de la création des emplois, de la croissance économique et de la compétitivité des entreprises, de la qualité des services de transport, d'adduction et d'électrification, de la qualité de l'environnement et de nos villes. Le bilan dans le message à la nation d'un président de la République n'est pas celui d'un PDG d'entreprise de bâtiments et des travaux publics pour porter essentiellement sur la quantité ou le nombre de projets réalisés. Alors, puisque nous sommes à l'indépendance, nous sommes dans l'évocation du régime du président Fulbert Yulu, on peut dire pour lui, en 3 ans seulement, il a jeté les bases de la scolarisation systématique et obligatoire des enfants du Congo avec la gratuité de l'enseignement public et privé subventionné par l'État. Mise en place avec l'indigence, la gratuité des soins et de l'hospitalisation dans les hôpitaux publics. Il a créé le service national d'instruction civique et d'intégration des jeunes déscolarisés à l'action agricole et aux métiers manuels. L'économie commerciale introduite par le président Yulu est aujourd'hui moribonde. Les cultures d'exportation dont se chargeaient surtout les paysans en milieu traditionnel n'existent plus. Dans la Sangha, par exemple, les petites plantations familiales avaient des rendements de plus de 1300 tonnes pour le cacao et de plus de 2000 pour le café et plus de 750 tonnes pour le tabac. Les plantations de palmiers à huile fournissaient plus de 3000 tonnes d'huile. La canne à sucre qui pousse dans les pays du Niari sur 20 000 hectares produisant plus d'1 million de tonnes était la grande réussite. La culture de bananes dans le Mayombe était importante. Près de l'Udima, il y avait des plantations de l'Udima qui ont bien servi à l'industrie textile de Sotesco et Impreco plus tard. Aujourd'hui, ça soit tout détruit. Dans le Niari comme dans le Poul, il y avait des grands ranchs, au total près de 30 000 têtes dans le pays. Et la pêche maritime dans nos eaux au large de Pointe-Noire était limitée, en partie vers la capture des thons à cause de l'étroitesse du marché. J'ai oublié également aussi de mentionner la culture du riz dans le Poul et la culture du riz et du tabac dans le Poul était très très importante. Et ça permettait d'avoir une certaine autosuffisance en matière de consommation de riz. Les industries étaient assez variées. Elles transformaient une partie de la production agricole. Il y avait les huileries de palme et d'arachide, savonnerie, sucrerie avec plus de 130 000 tonnes. Il y avait des scieries, des usines de déroulage de plus de 60 000 mètres cubes. Et maintenant, nous pouvons passer à la suite de notre évocation des 60 ans d'indépendance du Congo. Après les 4 parties, nous sommes aujourd'hui à la 5e partie consacrée au coup d'État maquillé en insurrection populaire le 15 août 1963. D'ailleurs, vous allez vous-même vous en rendre compte par les témoignages que vous allez suivre. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Pourquoi nous disons le coup d'État de Massamba Deba et les autres? Parce qu'il se passe une chose. Le 8 mai 1963, Massamba Deba, ministre du Plan, et Germain Bikouma, ministre délégué à la présidence de la République chargé des travaux publics, de l'Office du Kwilu et des relations avec l'Agence transéquatoriale des communications, à l'époque en abrégé ATEC, sont démis du gouvernement pour mauvaise utilisation de leur budget. Massamba Deba et Germain Bikouma affectés comme ambassadeurs, le premier à Paris et le second à Bruxelles, à Bonn en Allemagne. Paris n'accepte pas l'accréditation de l'ancien ministre du Plan et président de l'Assemblée du Congo, c'est-à-dire Massamba Deba. Du coup, Germain Bikouma refuse lui aussi de se rendre à Bonn en Allemagne. Et tous les deux organisent la contestation, le complot pour le renversement du président.
En juin, Massamba Deba est à Paris, rencontre les leaders des étudiants, notamment le noyau dirigé par l'un Lazare Matsokota, Dr Nyakanda, Ambroise Mazalaï, et certains envisagent l'assassinat de l'abbé Fulbert Yulu pour l'écarter du pouvoir. Vous voyez ce livre de Aimé Matika, ce livre qui parle des origines du mal congolais. Et le mal congolais, c'est eux qui l'ont créé. Justement, on ne peut pas parler par rapport à l'indépendance, le mal congolais, c'est eux. C'est-à-dire les syndicalistes qui étaient assoiffés de pouvoir, parce qu'en fait, qui voulaient des promotions. Certains voulaient avoir une promotion comme l'inspection du travail, mais pour être inspecteur du travail, il faut avoir des connaissances, surtout en matière juridique. Donc c'est pour ça que Yulu leur avait demandé de faire une formation. Il les envoyait en formation. Malheureusement, ils avaient refusé. Et en dehors de la revendication d'une petite augmentation de salaire, ils ont ameuté des jeunes, ce qui a fait qu'il y avait une certaine hostilité. Le premier président du Congo-Brazzaville qui va, malgré la petite taille du pays dont il proclame l'indépendance en 1960, faire entendre sa vision, son point de vue, sa position sur tous les grands sujets internationaux de l'époque, notamment sur les questions relatives à l'unité africaine. Plus tôt, le 16 janvier 1961, l'un de ses anciens adversaires politiques, Jean-Félix Tshikaya, est décédé de suite d'une longue et pénible maladie. En fait, il est désormais le seul maître à bord. Antoine Letambé Ambili, l'un des principaux collaborateurs de Fulbert Yulu, son directeur de cabinet d'ailleurs. Yulu décrète les obsèques nationales. Tout le gouvernement transféré à Pointe-Noire. Journée chômée à travers toute l'étendue de la République. Et nous avons réussi à concrétiser l'unité nationale. C'est en cela, et je le dis, que Yulu, Opango et Tshikaya étaient des êtres humains, il est vrai. Mais quand il s'agissait des problèmes de la nation congolaise, ils se hissaient au-dessus des considérations d'ordre personnel pour faire triompher les intérêts suprêmes de la jeunesse. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Malgré son anticommunisme viscéral, malgré ses critiques vis-à-vis du groupe dit de Casablanca, Fulbert Yulu cherche à nouer des relations avec le révolutionnaire Ahmed Sékou Touré. D'abord parce qu'il veut se positionner en africaniste convaincu, mais aussi et surtout parce qu'il compte beaucoup sur les mines de bauxite de Guinée dont il a besoin pour son projet de barrage de Kouilou. Il va d'abord se rendre à Conakry pour rencontrer le chef de l'État Sékou Touré. Et comme le veut la tradition à l'époque, le président guinéen va à son tour lui rendre une visite historique à Brazzaville. Nous sommes en juin 1963 et Brazza est en ébullition à l'arrivée du président africain le plus populaire de l'époque d'après indépendance. Comme à son habitude, le grand orateur va électriser les Brazzavillois. Fulbert Yulu doit pour la circonstance se mettre au diapason. Il faut qu'il soit à la hauteur de celui qui symbolise pour tous à ce moment-là la résistance à la colonisation, la révolution, la fierté africaine. À votre tour, vous voilà notre hôte. Nous attendions ce moment avec joie, comme aussi avec une grande impatience. Soyez le bienvenu parmi nous. Le peuple congolais, le gouvernement de la République du Congo et moi-même saluons en votre personne le précurseur que vous avez été, que vous êtes encore celui qui a distingué le premier la voie à suivre et a montré le chemin. C'est vous dire le prix que nous attachons à votre visite. En rapport en ce que nous avons eu l'honneur d'accomplir en Guinée, dont le souvenir est au cœur de chacun de nous,
par la chaleur de la réception qui me fut réservée et la fraternelle affection qui entoura chacun de ces moments. Puisse notre accueil répondre au vôtre si spontané et si attentif. Dans la grande famille africaine que nous formons, vous avez, Monsieur le Président, une place de choix. Brazzaville, par ma voix, déjà vous acclame, ainsi que la délégation guinéenne qui vous accompagne et que nous sommes heureux d'accueillir avec vous. Vive le président Sékou Touré, vive la Guinée. Le peuple est en train d'applaudir tandis que le président Sékou Touré serre la main au président Youlou. Le voici donc qui va maintenant prendre la parole. Monsieur le Président de la République du Congo, et cher ami Fulbert Youlou, Messieurs les ministres, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il est pour moi un devoir et un agréable plaisir que de pouvoir traduire en quelques mots les sentiments de réconfort, les sentiments d'estime et de confiance qui animent les membres de la délégation guinéenne présente parmi vous, et aussi de pouvoir vous communiquer les salutations fraternelles et l'assurance d'une volonté de coopération étroite de la part du peuple de Guinée et de son gouvernement. Chers amis, ensemble nous referons l'Afrique. Vive le président Fulbert Youlou. Je vous prie de crier avec moi. Vive le président Fulbert Youlou. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Trop grand nombre maintenant. Et il cherche à attirer les capitaux occidentaux. Fulbert Youlou doit faire face à une situation sociale et économique qui tente à se dégrader. C'est en 1959 que Matsukota, président de l'AEC, fera connaître Henri Lopez, président de la FEANF. Je crois qu'il était président de la FEANF. Fera connaître Henri Lopez, né en septembre 1937, qui venait du Congo Léopoldville, de Mère Moy, dans le milieu des Congolais. Il était le protégé de Matsukota. Car nous allons revenir sur les assassinats et le procès interrompu par Maria Ngouabi en 1969, alors que Lopez était devenu membre du PCT. Suivons maintenant, grâce à Alain Foucault, ce que livre Henri Lopez sur le déroulement du complot à Paris. Cette opposition à Fulbert Youlou est partagée par les étudiants congolais appartenant à la FEANF, un mouvement d'étudiants africains de France plutôt de gauche, plutôt proche du Parti communiste français. L'écrivain et ambassadeur du Congo à Paris, Henri Lopez, appartenait justement à ce mouvement des étudiants. Ces étudiants de la FEANF, même ceux de l'AEC, nous suivions la ligne politique de la FEANF, qui était une ligne plutôt à gauche, affiliée
au Parti communiste français et qui, sur le plan international, était membre de l'Union internationale des étudiants, dont le siège était à Prague. Donc, grande capitale du communisme, du monde communiste. Et donc, Youlou ne nous paraissait pas répondre à la vision que nous avions de l'Afrique. Nous voulions d'une Afrique qui soit indépendante, qui coupa tous les liens avec la métropole et qui puisse s'unir. Et les pays déjà indépendants qui nous semblaient des modèles, c'était le Ghana de Nkrumah, puis ensuite la Guinée de Sékou Touré. Or, Youlou était tout le contraire de cela. Donc, pour nous, il était, je vous dis tel que nous le percevions dans notre vision des choses de cette époque-là et dans notre jargon, Youlou était un valet de l'impérialisme pour nous. Donc, nous le combattions, d'abord dans un premier temps parce que nous pensions qu'il était contre l'indépendance, ce qui était le lot commun de la plupart de ceux qui sont devenus des chefs d'État, et à qui De Gaulle a un peu forcé la main pour qu'il devienne indépendant. Et quand il est devenu indépendant, le régime qu'il promouvait, nous le caricaturions, pour dire la vérité. J'espère que plus tard, il pourra nous livrer sa version sur la mort du procureur Matsokota, qu'il a bien connu. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. À Brazzaville, état de siège, mais encore des incidents autour du palais présidentiel. Hier soir, le chef de l'État congolais a révoqué tous ses ministres, sauf les 3 plus représentatifs du nord, du centre et du sud du Congo. Ainsi, il sacrifiait une équipe qui cristallisait le mécontentement populaire. M. Fulbert Youlou affronte la crise la plus dramatique qu'il ait connue depuis son accession au pouvoir en 1958. Depuis hier, il prêche donc la réconciliation, mais l'âge du lest sans toutefois faire preuve de faiblesse. Il a renoncé à son projet de créer un parti unique, ce qui avait déclenché en fait la lutte ouverte avec les syndicats, mais sans pour autant rendre les armes. Il assume tous les pouvoirs et institue un comité spécial qui sera chargé sous son autorité de rétablir l'ordre, d'assurer la reprise du travail et l'application des réformes nécessaires. Les 6000 Français installés au Congo ne sont pas visés par les manifestants. De toute façon, 2000 soldats français placés sous les ordres du général Kergarava, commandant une des 4 zones militaires françaises en Afrique noire, protègent nos ressortissants. Je rappelle que les accords de coopération conclus entre Paris et les États africains francophones peuvent conduire nos troupes à intervenir aux côtés des soldats congolais dans certains cas. Les nouvelles de ce matin, c'est à vous, René Barnelec, qu'il faut les demander. Quelle est en ce moment même à Brazzaville la situation ? Situation à nouveau tendue et assez incertaine à Brazzaville, où quelques 2 à 3 000 manifestants restent groupés devant le palais présidentiel en dépit des injonctions qui leur ont été faites de se disperser. La manifestation, qui avait réuni près de 5000 personnes venues de Bas-Congo et de Poto-Poto, se poursuit à l'heure actuelle avec un effectif réduit environ de moitié, mais composé maintenant d'éléments plus durs. Des cris de démission ont été scandés peu après que le président Youlou se fut adressé à la foule. Mais il semble qu'une faible part de l'auditoire seulement ait entendu cet appel. Il est à noter que le groupe qui scandait ces cris d'émission, fort d'une 50aine de personnes, n'a pas été suivi par l'ensemble des manifestants. On cite en ce moment le nom de diverses personnalités qui seraient appelées à exercer les premières responsabilités du pouvoir. En particulier le nom de M. Massamba Deba, ancien président de l'Assemblée nationale et ancien ministre du Plan dans le gouvernement qui a précédé celui dont la démission a été décrétée hier. On parle également de M. Matsokota, docteur en droit, adjoint du procureur général et propre neveu de l'abbé Fulbert Youlou.
M. Jacques Opango, ancien vice-président de la République, ministre d'État du gouvernement démissionnaire, maintenu en fonction en raison de sa popularité et de son intégrité connue, est arrivé ce matin, retour d'une mission à Rome. Monsieur Jacques Opango s'est rendu au palais présidentiel et a été acclamé. Signalons enfin que l'on s'attend à de nouveaux et prochains développements d'une situation qui, ainsi que je vous l'ai dit plus haut, reste, disons, très fluide. Est-ce qu'à votre avis, M. Fulbert Youlou va faire une sorte d'ouverture politique aux syndicalistes qui ont organisé cette grève? Pourra-t-il leur offrir certains postes ministériels, par exemple? Je crois que ça n'est pas douteux, n'est-ce pas? Ça n'est pas douteux, non seulement l'abbé Fulbert Youlou pense faire appel à des éléments syndicalistes, mais à vrai dire, étant donné les développements de la situation, on ignore même si l'abbé Fulbert Youlou ne serait pas démissionnaire. Ah, c'est à ce point. Est-ce que les syndicalistes ont apparemment, et ce matin, la situation en main et contrôlent la base, si je puis dire? Dans l'ensemble, oui, on a cette impression. La plupart des manifestants sont calmes, mais tout de même, il y a parmi eux des éléments qui sont susceptibles d'avoir une action assez peu contrôlée. L'armée congolaise encadre apparemment les endroits où se déroulent ces manifestations. A-t-elle eu à tirer ce matin, à intervenir? Non, pour le moment, autour du palais, j'ai vu quelques blindés de l'armée de la communauté, des contingents assez forts de police. Le barrage civil, catastrophe militaire, sans des chars hérissés de mitrailleuses. Partout dans les cités brazzavilloises, ministres... Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Aussi, l'abbé Youlou lance-t-il un appel en large. Le président Fulbert Youlou. Le président Fulbert Youlou. Banza no bebê. Como me tujiri miyabunsana. Kakwe bubatu babazolwe fumwa bazolombo. Kanu banza andifeti batanwana tibeli batanwanina. Mbuka zao batanwanina. Mbungu zao batanwanina. Buna babakazo. Kampenda ambasada yusariti salufiti tusari. Kampe bao karutata monaka. Kati la kwame luterele. Kame lubirikila. Kote no tsune no. Mbugura tomba mayela. Nsamu munjani kwenda nani. Nuko abelani luterele. Vous venez d'écouter le président Fulbert Youlou. Mais avant l'épreuve finale, les deux camps entament un embryon de négociation qui n'ira guère au-delà de l'imagination. Le président de la République, l'abbé Youlou, n'est plus relié à son peuple que par un fil téléphonique. Bientôt, la ligne est saturée, une opération policière de grande envergure est déclenchée. Il faut capturer l'interlocuteur. Peine perdue. En quelques heures, le chef du gouvernement revise sa position. Il fait marche arrière, car les événements se précipitent. Première décision, le 14 août 1963, l'installation du parti unique, officiellement différée. C'est à moi et à moi seul qu'il appartient de prendre les mesures nécessaires. Ces mesures, les voici. J'ai décidé de former un nouveau gouvernement. Premièrement. Deuxièmement, j'ai entrepris des consultations auprès de toutes les tendances pour la formation d'une petite équipe de techniciens et d'hommes de bonne volonté dont la tâche essentielle
sera la réconciliation nationale. Troisièmement, le parti unique n'étant réalisable que lorsque cette réconciliation sera un fait acquis, je décide en conséquence de reporter à une date ultérieure l'institution du parti unique. Congolais, Congolaises, je saurais faire la différence entre les légitimes et nobles aspirations à plus de justice, à plus de fraternité, et les nouveaux appétits qui se montrent maintenant au grand jour. Le président Fulbert Yulu, père fondateur de la République du Congo, est une grande figure emblématique qui a laissé une nation congolaise orpheline, plongée aujourd'hui dans un système discriminatoire où la division ethnique est devenue le principe de gouvernement. L'histoire lui donne raison par ses paroles prophétiques sur les assoiffés de pouvoir qui s'activaient pour leur enrichissement personnel. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que le président Yulu n'avait pas volé et spolié les Congolais. Il était respectueux du pacte républicain et fervent défenseur de l'unité nationale. Forum FM. Du côté gouvernemental, une cour criminelle spéciale est créée, qui brandit le spectre du châtiment suprême. L'épreuve de force est engagée entre le gouvernement et les syndicalistes. C'est le combat de vie ou de mort. La nuit tombe. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Dans les villages, les cadres du comité de fusion des organisations ouvrières qui étaient la veille au bord du découragement se ressaisissent et envisagent la marche vers le palais. Ils sont, dans cette entreprise, efficacement épaulés et soutenus par les prisonniers politiques libérés qui insufflent un sang nouveau dans le mouvement populaire. On ne parle plus de grève ni d'arrêt de travail, il s'agit bel et bien d'une révolution. Pendant ce temps, au village, les meubles ministériels continuent de brûler, les maîtresses sont traquées et toutes celles qui avaient touché au cachet du régime sont appréhendées. Ce recensement populaire mit en fuite la première vague des grands du régime. Peut-être hospitalier, c'est votre chasse et vous aime bien. Moi de l'homme, c'est votre radio. Mais avant l'épreuve finale, les deux camps entament un embryon de négociation qui n'ira guère au-delà de l'imagination. Le président de la République, l'abbé Yulu, n'est plus relié à son peuple que par un fil téléphonique. Bientôt, la ligne est saturée, une opération policière de grande envergure est déclenchée. Il faut capturer l'interlocuteur. Peine perdue. En quelques heures, le chef du gouvernement revise sa position. Il fait marche arrière, car les événements se précipitent. Première décision, le 14 août 1963, l'installation du parti unique officiellement différée. C'est à moi et à moi seul qu'il appartient de prendre les mesures nécessaires. Ces mesures, les voici. J'ai décidé de former un nouveau gouvernement. Premièrement. Deuxièmement, j'ai entrepris des consultations auprès de toutes les tendances pour la formation d'une petite équipe de techniciens et d'hommes de bonne volonté dont la tâche essentielle sera la réconciliation nationale. Troisièmement, le parti unique n'étant réalisable que lorsque cette réconciliation sera un fait acquis, je décide en conséquence de reporter à une date ultérieure l'institution du parti unique. Congolais, Congolaises, je saurais faire la différence entre les légitimes et nobles aspirations à plus de justice, à plus de fraternité, et les nouveaux appétits qui se montrent maintenant au grand jour. Je suis des vôtres, et c'est à ce titre que le président de la République vous demande de l'aider. Vous le ferez
en reprenant tous immédiatement une vie normale. Vous le ferez en cessant toute vaine querelle qui ne peuvent que nuire à la réputation de notre pays. Vous le ferez en célébrant demain dans vos foyers notre fête nationale dans le calme et le recueillement. Que le 15 août 1963 soit pour nous tous l'occasion d'un profond examen de conscience et demain, lorsque nous nous serons tous retrouvés, l'avenir de notre pays sera plus beau que jamais. Et de moi, je ne vous décevrai pas. Mais la réaction populaire n'est pas favorable à ce ballon d'essai. La pression monte toujours. Du côté gouvernemental, on réagit avec fermeté en décrétant le couvre-feu sur toute l'étendue de la République. Couvre-feu que personne ne respectera. Première victoire du peuple, l'abbé Youlou comprime son équipe ministérielle. Le départ de M. Nzala Kanda fortifie la position du peuple que plus rien d'autre n'arrêtera. Mais quand c'est bien, quand on s'en va, ça me wambi. Quand on va contre me, bakwanzi. Mais tabanzan saridi. Pour me battre le moniteur, je suis pas instituteur, je suis pas inspecteur, je suis à la mairie. Trabantana sabubi. Quand on s'en va, ça. Quand on va compter la quoi. Quand vous va zukuriti. Salut, tu n'as pas ça, mon petit man, tu n'as pas ça. Munzavin tata kwesari ngati yulu gouvernement ya Thomas bande baobo kabazolo akoti na salabu bote. Ça devient passionnant. Forum FM 105.8. Le loti ngatukiri kwa mu gouvernement kaza benoti bulu budi din zwa bulu budi din zozana bulu lose de chezana mu mamba bulu yidiki mina mi mu me. Forum FM. Devant la détermination des manifestants qui ont bravé l'état de siège, Fulbert Youlou va faire un geste. Il offre la tête de son ministre le plus impopulaire, Dominique Nzala Kanda. C'est le démissionnaire lui-même qui va annoncer sa décision à la radio. Ici Nzala Kanda qui parle. J'ignore ce que j'ai pu faire de mal. Il est par contre des personnes qui sont contre moi et je les connais. Pourtant, j'ai travaillé, j'ai débuté comme moniteur, puis je suis passé instituteur. J'ai été nommé à la tête de la mairie. Si j'ai nui à autrui, quels que soient les torts, qu'ils viennent m'en parler, j'exerce mes fonctions de façon équitable, dans le sens où le veut le bon Dieu, afin que le gouvernement soit efficace. Or, ces personnes-là ne veulent pas que je travaille bien. Je démissionne donc du gouvernement. Vous avez cassé ma maison, saccagé mes propriétés, vous avez jeté mes chaises à l'eau, vous m'avez fait tout le mal possible. Si Dieu existe, justice me sera rendue un jour. Juste après cette déclaration radiodiffusée, un commentaire ajoute que le président Fulbert Youlou a accepté sa démission. Forum FM. Situation à nouveau tendue et assez incertaine à Brazzaville, où quelques 2 à 3 000 manifestants restent groupés devant le palais présidentiel en dépit des injonctions qui leur ont été faites de se disperser. La manifestation, qui avait réuni près de 5 000 personnes venues de Bakongo et de Poto-Poto, se poursuit à l'heure actuelle avec un effectif réduit environ de moitié, mais composé maintenant d'éléments plus durs. Des cris de démission ont été scandés peu après que le président Youlou se fut adressé à la foule. Mais il semble qu'une faible part de l'auditoire seulement ait entendu cet appel. Il est à noter que le groupe qui scandait ces cris d'émission, fort d'une 50aine de personnes, n'a pas été suivi par l'ensemble des manifestants. On cite en ce moment le nom de diverses personnalités qui seraient appelées à exercer les premières responsabilités du pouvoir. En particulier le nom de M. Massamba Deba, ancien président de l'Assemblée nationale et ancien ministre du Plan dans le gouvernement qui a précédé celui dont la démission
démission a été décrétée hier. On parle également de M. Matsokota, docteur en droit, adjoint du procureur général et propre neveu de l'abbé Fulbert Youlou. Monsieur Jacques Opango, ancien vice-président de la République, ministre d'État du gouvernement démissionnaire, maintenu en fonction en raison de sa popularité et de son intégrité connue, est arrivé ce matin, retour d'une mission à Rome. Monsieur Jacques Opango s'est rendu au palais présidentiel et a été acclamé. Signalons enfin que l'on s'attend à de nouveaux et prochains développements d'une situation qui, ainsi que je vous l'ai dit plus haut, reste, disons, très fluide. Est-ce qu'à votre avis, M. Fulbert Youlou va faire une sorte d'ouverture politique aux syndicalistes qui ont organisé cette grève? Pourra-t-il leur offrir certains postes ministériels, par exemple? Alors, je crois que ça n'est pas douteux, n'est-ce pas? Ça n'est pas douteux, non seulement l'abbé Fulbert Youlou pense faire appel à des éléments syndicalistes, mais à vrai dire, étant donné les développements de la situation, on ignore même si l'abbé Fulbert Youlou ne serait pas démissionnaire. Ah, c'est à ce point. Est-ce que les syndicalistes ont apparemment, et ce matin, la situation en main et contrôlent la base, si je puis dire? Dans l'ensemble, oui, on a cette impression. La plupart des manifestants sont calmes, mais tout de même, il y a parmi eux des éléments qui sont susceptibles d'avoir une action assez peu contrôlée. L'armée congolaise encadre apparemment les endroits où se déroulent ces manifestations. A-t-elle eu à tirer ce matin, à intervenir? Non, pour le moment, autour du palais, j'ai vu quelques blindés de l'armée de la communauté, des contingents assez forts de police congolaise, bien sûr, et également quelques éléments de gendarmerie congolaise. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Henri Lopez, à cette époque, vous étiez étudiant en France. On a souvent dit que les membres de la FEANF, l'association des étudiants africains de France, à laquelle vous apparteniez, ont participé à cette fronde contre Fulbert Youlou. Qu'ils étaient également actifs dans ce mouvement qui se déroulait justement dans la période des vacances scolaires. Ont-ils été vraiment des acteurs actifs auprès des syndicalistes? Nous avons été doublés de vitesse par ceux qui étaient sur place et qui avaient une connaissance du terrain, notamment par les syndicalistes. Justement dans les syndicalistes, est-ce que vous vous êtes rapproché des syndicalistes dans un mouvement qui va le renverser à un moment donné? Oui, mais il y avait, si vous voulez, je dirais pas une arrogance, mais un certain sentiment de supériorité des étudiants. Ils se disaient, nous, les autres n'ont pas été à notre niveau, ils connaissent pas vraiment la politique, etc. Et les syndicalistes, eux, disait bon, les étudiants ça peut être des alliés, nous respecter parce que on se connaissait, etc. Mais eux avaient une vision qui était beaucoup plus pratique. À présent, en tout cas, ce 15 août 1963, la manifestation est à son comble devant le palais présidentiel. Pour éviter qu'elle dégénère et que les forces de l'ordre ne tirent sur les populations, les responsables syndicaux vont prendre la décision de se rapprocher de l'armée congolaise, pourtant tenue par des fidèles du président de la République. Pour éviter une effusion de sang, il faut absolument obtenir la collaboration de ce corps d'armée tenu par deux Congos. Le capitaine David Moutsaka, qui a été nommé un mois plus tôt chef d'état-major des armées. Le second est le capitaine Moussa Bakani. Il est neveu du président Fulbert Youlou, à qui il doit ce poste. C'est le chef de l'État qui l'a envoyé suivre une formation accélérée en France afin d'avoir quelqu'un de sûr au haut poste de commandement. C'est ces deux officiers de l'armée que les responsables syndicaux doivent convaincre s'ils veulent aller au bout de leur projet qui prend de plus en plus forme, le renversement du président. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Ce 15 août 1963, Boukambu et Matsika, les deux leaders syndicaux qui militent désormais pour faire tomber le président Fulbert Youlou, dont le pouvoir n'est plus protégé que par l'armée et la gendarmerie, ressortent du camp Tchad, rebaptisé depuis 1961 camp Fulbert Youlou, satisfaits. Ils ont obtenu l'assurance qu'ils désobéiront à leur chef, qu'ils resteront l'arme au pied, qu'ils ne tireront pas sur les manifestants.
Maintenant, il faut obtenir le même engagement de la part des militaires français qui sont maintenant les seuls à ce moment précis à garantir la sécurité du président de la République. C'est Okemba, l'un des leaders syndicaux, qui va se charger de cette mission particulièrement délicate. Après une discussion avec le général Kergaravat, qui leur demande dans un premier temps de s'adresser directement au général de Gaulle pour ce type de requête, le chef de l'armée française, qui a pris le soin de téléphoner à Paris pour rendre compte de la situation, va recevoir l'ordre de sa hiérarchie de ne pas intervenir. Il le dit à Okemba, qui repart rassuré au palais où la foule continue de manifester bruyamment, exigeant la démission du président. À 10h précises, les éléments de l'armée française reçoivent l'ordre de s'écarter du palais que continuent de garder de l'intérieur des gendarmes congolais. Mais les autres bâtiments administratifs sont toujours sous la protection des forces congolaises et des troupes de la communauté française. C'est à ce moment précis que les leaders syndicaux, Aimé Matsika, Julien Boukambu et quelques officiers de l'armée et de la gendarmerie arrivent au palais. Ils sont rejoints quelques instants après par l'autre membre important du syndicat, Okemba. Tous ensemble, ils retrouvent le président Fulbert Yulu dans son bureau. Il est entouré de tous ses collaborateurs. Une fois devant le président, les deux capitaines qui commandent l'armée congolaise, le chef d'état-major David Moutsaka et le neveu du chef de l'État, Félix Mouzabakani, le somment d'une voix ferme de démissionner afin d'éviter une effusion de sang. Les syndicalistes, eux aussi, vont lui expliquer que tout est fini. Fulbert Yulu leur fait comprendre qu'il est avec Jacques Opango, le vice-président, le seul à avoir la légitimité populaire. Il ne peut donc pas les écouter. Mais votre pouvoir est fini, lui retorque Okemba. Après d'âpres discussions où il demande à réfléchir, Fulbert Yulu décide de téléphoner à Paris au général de Gaulle. Le secrétaire d'État aux affaires étrangères, chargé des affaires africaines à l'Élysée, lui annonce que le général n'est pas là. Il demande alors à Jacques Foccart de donner l'ordre à l'armée française d'intervenir. Foccart lui annonce qu'il ne le fera pas. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Le président Yulu, malgré tout, il se sentait abandonné. Et non seulement il se sentait abandonné par les travailleurs, mais il se sentait abandonné aussi par les siens. Parce que ceux qui sont arrivés à Bakongo, les premiers sont les populations de Bakongo. Bakongo, c'est un quartier où le président Yulu avait au moins 90%. C'était son fief. C'était son fief. Moi, j'étais là, j'ai assisté à la manifestation, puisque j'habitais non loin du palais. J'ai vu les femmes arriver nues au palais. Vous entendez? Et non seulement, je dirais même que dans cette histoire-là, il y avait même la complicité de quelques militaires et policiers et tout ça. Désormais, c'est visiblement la tête du président lui-même qui les intéresse. Surtout que maintenant, certains acteurs occultes tirent les ficelles. Certains manifestants ont pris contact avec des personnalités viscéralement opposées au chef de l'État. Simon Pierre Kikungangot, l'un des anciens ministres de Fulbert Yulu. Le président Yulu a eu affaire à deux fronts. D'abord, son évêque, Monseigneur Bernard, qui ne lui a jamais pardonné sa désobéissance, puisqu'il est devenu président contre la volonté de Monseigneur Bernard. Et Monseigneur Bernard tenait absolument à infliger à Yulu une punition en prenant sa revanche. Et il faut vous dire qu'il a été même l'un des supporters des syndicalistes de la CFTC. Antoine Le També Ombili, le directeur de cabinet du président Fulbert Yulu. Les syndicats chrétiens, en accord avec l'archevêque de Brazzaville, Monseigneur Michel Bernard, qui était contre l'abbé Fulbert Yulu, ils iront voir le général Kervala, général militaire. Ils lui diront que le peuple n'a plus besoin de l'abbé Fulbert Yulu. Il faut qu'on le fasse partir, car ils ont déjà quelqu'un qui est pour l'Église, qui est pour la France. C'était Paul Kaya. C'est celui-là qu'ils avaient dit qu'il allait assumer les fonctions de chef d'État. Et c'est comme ça que l'archevêque de Brazzaville, qui était contre l'abbé Fulbert Yulu, conduit par les leaders du syndicat chrétien CATC, Confédération africaine des travailleurs croyants. Ces leaders et Monseigneur iront dans la nuit du 14 au 15 août 63 voir
le général, chef de troupe d'outre-mer, pour lui dire que le général de Gaulle n'intervienne pas. Et le général, ayant discuté avec le général de Gaulle, président de la République française et la communauté, le général passera le téléphone à Monseigneur Bernard, qui va s'entretenir avec le général de Gaulle. Ainsi, nous qui étions, parce que j'étais toujours avec le président Youlou, jusqu'à la dernière minute, jusque-là, nous étions gardés par l'armée de la communauté. Mais le 15 août au matin, nous avons vu que l'armée de la communauté qui gardait le palais de l'abbé Fulbert Youlou va s'en aller. Et les syndicalistes, forts de ce qu'ils venaient d'obtenir de la part du général de Gaulle, vont demander à tous les Congolais de venir encercler le palais. Va-t-on vers une scission, vers une crise au Congo ex-français, je veux dire le Congo de Brazzaville? Je ne sais pas, mais notre correspondant là-bas vient de nous signaler une importante démission. Écoutons-le. La démission de M. Jacques Opango de son poste de vice-président de la République du Congo n'a pas suscité beaucoup de surprises à Brazzaville. On n'ignorait pas en effet depuis quelques jours qu'il y avait conflit, tout en ne se dissimulant pas qu'il est susceptible de créer un sérieux malaise au sein des ethnies du Nord en particulier, dont l'ex-vice-président de la République est le leader incontesté. M. Opango est en outre le chef d'un mouvement politique, le MSA, longtemps opposé à l'UDDIA dirigé par M. l'abbé Fulbert Youlou, qui est aussi le chef de l'ethnie Bas-Congo, largement prédominante dans la région de Brazzaville. La popularité du président Youlou, défenseur constant de l'unité congolaise, s'est un reste étendu bien au-delà des territoires où la population Bas-Congo se trouve en majorité. Le différend qui vient de se manifester entre les deux grands leaders congolais trouve, semble-t-il, son explication dans le fait que les fonctions dévolues au vice-président de la République étaient surtout honorifiques, alors que M. Opango était désireux d'exercer une action qui ne fut pas sujette aux critiques et à l'inertie des fonctionnaires auxquels il adressait volontiers des injonctions. On s'interroge à Brazzaville sur les conséquences de la démission de M. Opango, et l'on craint de voir renaître à cette occasion les rivalités ethniques dont le souvenir est malheureusement présent à tous les esprits. Cependant, l'on ne désespère pas encore de voir se dissiper les malentendus qui ont abouti à la situation actuelle et d'assister à une réconciliation que chacun souhaite. Ici, Brazzaville, Radiodiffusion Télévision Française, à vous Paris. En tout cas, en cette journée du 15 août 1963, le président Fulbert Youlou se sent bien seul après le refus de l'armée française d'intervenir pour disperser les manifestants. Désormais dans un bureau, face aux syndicalistes et aux responsables de l'armée qui lui demandent de rédiger sa démission, il doit prendre une décision, la plus importante de sa vie. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Alors que l'abbé Youlou, encore hésitant, évaluait les conséquences d'une démission de l'État, le tout Brazzaville se soulève, entame la marche vers le palais. Le mouvement tourne alors à l'émeute et les grévistes tentent de libérer leur chef. Quand le 15 août, les manifestants encerclent le palais présidentiel, l'abbé Fulbert Youlou est contraint de démissionner. C'est le 15 août au matin. À 13h05, le peuple obtient la démission de l'abbé Fulbert Youlou. Forum FM 105. Oh Maurice, génial. C'est génial. Où le président Fulbert Youlou s'emploie à dédramatiser la situation et à rassurer certains de ses collaborateurs, et se tourne vers les syndicalistes pour leur demander quel va être son sort et celui de sa famille, lui qui a tout de même pas mal travaillé pour le pays. L'un d'eux le rassure en lui disant qu'aucun mal ne lui sera fait. Le capitaine Moutsaka lui demande ensuite de faire ses valises et de se mettre à la disposition de l'armée. Un envoyé du général de Gaulle va arriver quelques instants après pour demander, en vertu des accords de défense entre le Congo et la France, à assurer la protection de Fulbert Youlou. Nous vous demandons de nous le confier pour le garder à l'ambassade.
Le syndicaliste Okemba va s'y opposer malgré la demande de Fulbert Youlou de suivre sa femme en France. Le président Forum FM Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus. L'armée prend le pouvoir. C'est désormais à elle seule qu'incombe la lourde tâche du maintien de l'ordre et d'assumer la direction des affaires nationales. Pendant que les membres du comité de fusion et une équipe de techniciens étudient la nouvelle situation du pays, les capitaines Mounsaka et Mouzabakani mettent au point un vaste plan d'opération de sécurité. Tous les soldats de la jeune armée nationale congolaise, malgré une grande fatigue nerveuse, répondent avec dignité aux ordres des officiers supérieurs. Le peuple, quant à lui, écoute dans l'allégresse les appels au calme, tour à tour lancés par les officiers supérieurs de l'armée nationale congolaise. Voici le capitaine Mouzabakani. Peuple congolais, ici le capitaine Mouzabakani qui vous parle en tant que responsable du maintien de l'ordre. Le président de la République s'étant démis de ses fonctions, l'armée nationale congolaise assure désormais le maintien de l'ordre jusqu'à ce que la République soit dotée d'un gouvernement provisoire. L'armée congolaise demande à tous les citoyens de rester calmes et de reprendre le travail dès demain matin. Merci. Toujours le 15 août 1963 à 23h45. Le soir même est constitué un gouvernement provisoire dont la présidence est confiée à Massamba Deba, un jeune instituteur. La révolution est victorieuse. Annonce sur les antennes de la radiodiffusion nationale des membres du gouvernement provisoire et des premières mesures prises au soir de la révolution. Il a été constitué un gouvernement provisoire composé essentiellement des techniciens que voici. Ça devient passionnant. Forum FM 105.8. Messieurs Alphonse Massamba Deba, chef du gouvernement et ministre de la Défense nationale. Germain Bikouma, ministre de l'Intérieur et de l'Information. Bernard Galiba, ministre de la Santé, du Travail, de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. Paul Kaya, ministre de l'Économie nationale, du Plan, chargé des Travaux publics et des Postes et Télécommunications. Pascal Lissouba, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et des Eaux et Forêts. Édouard Babaka, ministre des Finances, des Mines et du Transport, chargé de l'ANPEC. Monsieur Lazare Matokota, ayant décliné le poste qui lui avait été offert, Monsieur Nkunku Jules a été nommé ministre de la Justice et de la Fonction publique et Monsieur Charles Ganao, ministre des Affaires étrangères. Aucun syndicaliste n'a accepté d'occuper un poste ministériel. Les directeurs et chefs de cabinet seront choisis uniquement en fonction de leurs compétences et parmi les Congolais exclusivement. La direction de la Sûreté nationale est confiée à M. Bindi Michel, administrateur des services administratifs et financiers, ancien préfet du Kouili. M. Sita Félix, ancien préfet de Moussinjo, est nommé secrétaire général du gouvernement. L'armée nationale congolaise a à sa tête les commandants Moutsaka, chef d'état-major, Mouzabakani, chef de bataillon. M. Ntsika, capitaine, est nommé commandant de la Légion de la gendarmerie nationale. Acte premier du gouvernement provisoire. Une amnistie générale est accordée à tous les condamnés ou personnes poursuivies pour les faits politiques antérieurement commis à la date du 15 août 1963. Une remise de peine d'une année est également accordée à tous les condamnés de droit commun pour lesquels la condamnation est devenue définitive le 15 août 1963. Article 2. Les libertés civiques et les libertés de conscience sont rétablies pour tous les machouanistes et corbeaux sur toute l'étendue de la République. Le gouvernement maintient son appartenance
aux différentes organisations de la Conférence des États de l'Afrique équatoriale, à l'UAM et à l'OUA. Les accords internationaux signés par les précédents gouvernements sont maintenus. Le gouvernement provisoire garantit la sécurité des personnes et des biens de nationalité étrangère résidant au Congo et réaffirme son amitié avec la France et tous les peuples épris de sentiments de paix et de liberté. Ici Brazzaville, radiodiffusion télévision congolaise. Forum FM 105. Oh Maurice, c'est génial. Le lendemain 16 août, transfert des pouvoirs civils, politiques et militaires au gouvernement provisoire par le commandant Moutsaka, chef d'état-major général. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum. FM. Radio Forum FM 105.8. Suite après la démission de Fulbert Youlou, après avoir annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale, les putschistes, les syndicalistes et tous les acteurs de cette révolution, que l'on baptisera plus tard les Trois Glorieuses, se retrouvent pour la formation d'un gouvernement provisoire. À minuit, c'est fait. Aucun leader syndical ne va en faire partie. Ils ont décidé de ne pas rentrer dans l'arène politique. Un certain Pascal Lissouba va occuper le portefeuille de l'agriculture. C'est Massamba Deba qui va prendre la tête de ce gouvernement provisoire. Il occupe également le poste de ministre de la Défense, à la grande surprise de Paris, qui avait une préférence pour Paul Kaya, qui a hérité, lui, du portefeuille de l'économie nationale. Antoine Le També-Ombili, l'un des principaux collaborateurs de Fulbert Youlou. Dans la nuit du 15 au 16, lorsque le général de Gaulle apprendra que le Premier ministre, chef du gouvernement provisoire, qui devrait préparer les élections et les élections présidentielles, lorsque le général de Gaulle apprendra que ce n'est pas le nom de Paul Kaya, mais celui de Massamba Deba, il va entrer dans une grande colère. Pourquoi? Parce que déjà, au mois de mai 1963, le président Youlou avait voulu faire de Massamba Deba son ambassadeur à Paris. Mais la France, Jean de Gaulle avait refusé l'agrément de Massamba Deba. Mais quand il apprendra que c'est Massamba Deba qui devient le Premier ministre, le futur président de la République, il rentrera dans une grande colère. Mais comment expliquer que de Kaya on soit passé à Massamba Deba? Qu'est-ce qui explique ce revirement et de la part de qui? Eh bien, vous savez, le président Massamba Deba était effectivement, comme il l'a dit lui-même, à Boko chez lui. Il était déjà parti des affaires. Mais il va avoir une dualité entre les originaires de Boko, qui étaient patronnés par le capitaine Moutsaka, et le lieutenant Kalili, originaire de Boko, de religion protestante, d'une part, et les Lari, originaires de Kinkala, où il y avait Matsokota, le propre neveu de Youlou, d'une part, et Moussa Bakani, d'autre part. Alors, on va servir à Moussa Bakani, ou plutôt à Matsokota, un véritable pot-au-feu. Lequel? Eh bien, ils vont se précipiter d'aller à Boko chercher Massamba Deba, de venir dire aux syndicalistes que, évidemment, Massamba Deba a plus d'expérience, eh bien, nous ne pouvons pas donner ce poste à Matsokota, qui, lui, voulait qu'on lui donne ce poste. Et le coup était joué. Et voilà comment on commencera à avoir de la dualité. Matsokota demandera à ce qu'on lui donne le poste de Premier ministre. Comme il n'a pas pu l'obtenir, il a réclamé le poste et de ministre de l'Intérieur et de ministre de la Défense. On lui a dit, eh bien, on ne vous donne que le poste de ministre de la Justice. Il a dit, c'est moi qui ai mené
toutes les tractations révolutionnaires pour réussir, eh bien, je ne prends pas le poste de ministre de la Justice. Si vous ne le prenez pas, c'est à vous-même de choisir quelqu'un. Et c'est comme cela que Matsokota va choisir le juge Nkunku Jules, qui était Larry comme lui. Et à partir de cette nuit, Matsokota, qui était le neveu de Yulu, qui avait pourtant mené campagne contre son oncle. Je parle en connaissance de cause puisque j'étais le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, qui était le président Yulu lui-même. Matsokota et moi, nous sommes des amis. Nous sommes rentrés au petit séminaire ensemble. Il était procureur de la République. Et c'était trop tard. Voilà pourquoi. Et M. Foucault et le général de Gaulle lui-même vont chercher à réparer des ans l'irréparable, oubli vis-à-vis de Yulu, mais c'était aller à la caisse, le sort en était jeté. Quoi qu'il en soit, Massamba Deba, qui arrive à la tête du gouvernement provisoire de la République du Congo cette nuit du 16 août 1963, n'est pas vraiment un inconnu comme le mentionnait tantôt Antoine Le També Ombili. C'était même un proche du président déchu. À une époque récente, on le présentait d'ailleurs comme son dauphin. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105. Vous voyez, dans l'évocation de la chute de Yulu, on parle beaucoup de Aimé Matika qui a joué un grand rôle. Et nous allons, dans la prochaine émission, parler de lui, parce qu'il a publié un ouvrage où il parle de cette période sans pour autant bien la main en disant « Écoutez, je veux bien, mais à condition d'aller d'abord en formation, vous instruire, et au retour, je vous placerai en fonction des connaissances que vous aurez acquises. » Et ça n'a pas été le cas. Je vous remercie d'avoir été attentif à l'évocation des 60 ans de l'indépendance, notamment la partie 5. Alors soyez donc à l'écoute, suivez donc nos programmes. 5.8. Oh Maurice, génial. C'est génie. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. Forum FM 105.8. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. Forum FM 105.8. Moi, j'aime. Moi, j'aime.
maintenant, il y a Forum. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. Forum FM, enfin la radio. Forum 105.8, la radio des droits de l'homme, Forum FM.
FM 105.8. Passionnant. Forum FM 105.8. Forum FM 105. Ah, j'aime. Basi ya Congo, Bibale ya Congo, Bilenge, Bana Mike, tosepela mpona indépendance ya mboka na biso, République du Congo. Moi j'aime. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. Maxime Chassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs.